Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man who surely deserves me, but I think you do. So I cried, I beg and I pray, love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me. Bon, Erwan, ça fait maintenant 2 ans que tu es la figure de proue de PMU. Tu fais partie de la team pro. On va revenir sur la vie d'avant. La vie avant d'être joueur sponsorisé. Alors, je vais pas te faire éterner des questions de comment tu as trouvé le poker, etc. C'est pas la question. Par contre, à quel moment tu as senti que tu étais doué pour ça? Que tu avais quelque chose en plus, du moins, tu vois? Quelque chose qui allait te faire de toi un joueur gagnant. J'ai senti ça à partir du moment où online j'ai réussi à partir entre guillemets de rien. C'est-à-dire qu'en gros j'ai joué sur un site de poker online, je n'ai pas le citer mais j'ai joué sur ce site gratuitement et j'ai gagné des challenges gratuits, j'ai gagné de l'argent réel avec ces challenges gratuits et j'ai réussi à me faire un petit bankroll de centaines d'euros, milliers d'euros. Au final, j'ai réussi à monter un peu comme ça. Là, tu comprends à ce moment-là. Et j'ai compris à ce moment-là qu'on pouvait gagner de l'argent au poker en partant de rien. Voilà, tout simplement. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu envisages déjà de ne faire que ça? À ce moment-là, je suis un peu naïf, on va dire. Et du coup, je me dis non, c'est pas possible. Je continue mes études et on voit ça de côté. Si ça marche à côté, c'est bien. Mais je continue les études, quoi qu'il arrive. Et au final, début 2012, j'accroche plus les études. Enfin, les études me plaisaient avant 2012. Et en fait, mon programme de 2012 n'était pas... En fait, j'aimais bien les mathématiques avant et au final mon programme de 2012 ça passait en mode ingénieur au niveau pratique et c'était pas pour toi ça. C'était un peu moins pour moi et en plus ça coïncidait au moment où je commençais à gagner vraiment beaucoup au poker et du coup début 2012 bah j'ai franchi le pas quoi. Le jour où on franchit le pas, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on a de l'appréhension un peu? Moi non, mes parents oui. Tu leur dis quoi à ce moment-là? Rien. À ce moment-là, je prends une coloc avec un pote qui travaille aujourd'hui dans le monde du poker. Je vais pas le citer, mais qui travaille dans qui travaille maintenant dans les réseaux d'un site de poker en ligne. Je prends une coloc avec lui à ce moment-là pour ils ont me rapprocher de ma faculté de mathématiques, mais au final j'ai plus joué au poker qu'autre chose. et voilà, mes parents ont pris, de toute façon ils savaient que je gagnais au poker et que... Ils sont inquiétés un peu ou pas? Pardon? Ils sont inquiétés un peu? Ah bien sûr qu'ils sont inquiétés. Mais au bout de quelques mois ils ont bien vu que le résultat était là et que... Ça te met une pression toi ou pas quand ils s'inquiètent pour toi? Non. Moi j'ai plus envie qu'ils s'en débarrassent qu'autre chose. Enfin, ça me met aucune pression personnellement. Bon, ça s'annonce bien et ça démarre bien, les résultats s'enchaînent. Comment t'expliques toi, entre guillemets, ce bon départ? C'est quoi? C'est que t'as compris les choses plus vite que d'autres joueurs? C'est le good run? Comment t'expliques comme ça un bon... Ce démarrage Tony Truant, quoi, entre guillemets. Avec le recul un peu, t'expliques ça comment, toi? En fait, j'ai tellement fait de volume online, je pense qu'il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de coup de run, il n'y a pas de hasard. C'est justement fait de volume que j'explique ces résultats par le fait que j'ai travaillé entre guillemets quoi. J'ai travaillé mon jeu, j'ai fait beaucoup de volume et voilà, c'est parti avec il y avait de la régularité dès le départ en fait. Mhm. Tu dis il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Ça, c'est l'éternel débat que j'ai avec les joueurs de poker. Ouais. Alors, la part de chance au poker, combien? Online, il n'y en a quasiment pas de chance. Enfin, sur du court terme, il y en a bien sûr, mais sur un an de online, si on joue 2000, 3000, 4000 tournois sur une année, bon bah, il y en a pas beaucoup. Après, ça dépend si on est sur le .fr ou sur le .com, parce que sur le .com, il y a beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de variance, mais sur le .fr, 3-4 000 tournois, enfin, si on ne gagne pas sur 3-4 000 tournois sur le .fr, c'est qu'on n'est pas bon, quoi, clairement. Si... Après, on peut avoir plus ou moins gros bad run. Après, sur le live, c'est une toute autre histoire. C'est... Quand on fait 100 tournois dans l'année, ce qui est déjà énorme, 100 tournois live sur une année, bah, on peut pas dire bah là je ban run, du coup de run, on peut pas dire, enfin c'est 100 tournois, c'est rien quoi. Je t'entends souvent dire que la seule chose qui manque, on va dire, c'est la victoire. Ah bon? La fameuse victoire. Alors, plusieurs questions déjà à ça. La première c'est, est-ce que ça te manque tant que ça la victoire? Toi personnellement, est-ce que c'est vraiment quelque chose à laquelle tu penses ou est-ce que c'est juste, on va dire, le running gag qui vient souvent quoi? Je ne sais pas si ça me manque dans le sens où je ne sais pas ce que ça fait de gagner. Mais oui, ça me manque très certainement dans le sens où je pense que j'ai atteint une notoriété, un niveau qui me permettrait d'y accéder, et au final, c'est ce qui me manque, quoi. Enfin, dans ma carrière de joueur pro, c'est ce qui me manque, quoi. Une victoire, c'est... Même un petit trophée, quoi. Un petit WT national, ce serait pas mal. Et quand tu vois les autres gagner, ça fait rager? Oui et non. Quand c'est des amis, quand c'est des joueurs que je pense qu'ils sont très bons au poker, qui méritent ça, oui. Quand c'est des joueurs qui sont pas bons, qui font n'importe quoi, des fois c'est un peu rageant, mais d'un autre côté c'est bien parce que ça fait quand des joueurs amateurs qui ne sont pas forcément très bons au poker, qui comprennent pas forcément très bien le jeu, qui gagnent, bah ça fait plaisir dans le sens où, enfin voilà quoi, ça fait plaisir que des gens qui découvrent le poker, qui sont aussi la partie amateur du poker qui gagne, c'est quand même, enfin ça fait plaisir quoi, ça fait vivre le jeu en même temps. L'autre question qu'on peut se poser, c'est comment t'expliques justement pas de titre? Le fait de ne pas avoir justement ce titre. Alors que pour le coup, avoir des places de 2e, 3e, 4e, là on en a une chier. Bah là on va revenir à la chance. Voilà, on va y revenir à la chance. Là pour le coup c'est... Voilà, j'ai eu la chance et on va dire le talent pour arriver dans plusieurs tables finales et au final bah, j'ai échoué à quelques coups de carte du titre à 5 ou 6 reprises sur un ou deux coups de carte et ça s'est à chaque fois mal passé. Parfois j'étais devant, parfois j'étais derrière, parfois j'ai fait le mauvais fold, parfois j'ai fait le mauvais call. Et moi la plupart du temps, enfin si je regarde mes vidéos, bah, c'était Devra contre As-Dame, contre Guillaume Darcourt, ou As-Valet contre As-3, contre Pierre Calmusa, pareil à Cannes, où il fait le 3 turn. Bah, voilà, quoi, à chaque fois c'était des coups de carte décisifs où maintenant j'étais devant, et bah, voilà, quoi, c'est le poker, et au final ça s'est toujours mal passé au dernier moment. Yellow diamonds in the light. Now we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's just the way I'm feeling, I just can't deny. I just gotta let it go. We
tu me disais, ça fait 3 ans, 4 ans que tu joues au poker, vraiment. Que de chemin parcouru, entre guillemets, on est pas mal. Hein 4 ans, on démarre, aujourd'hui numéro 1. Je m'y plais. Alors justement, comment on la vit cette place de numéro 1 quand on entend, on va parler du côté positif pour le moment, quand on entend, ah putain, Erwan, quel joueur, ouais, c'est forcément le numéro 1, c'est une number 1. Comment on la vit cette place de numéro 1 On prend le melon, on essaye de relativiser. Déjà, à l'heure actuelle, je suis plus numéro 1. C'est Benjamin Pollack maintenant qui est numéro 1 GPI. Mais selon certaines personnes, oui, j'ai pris le melon selon certaines personnes. Après. Et toi, tu le vois comment toi Tu penses que tu as pris le melon un peu Tu penses que. Non, parce que de toute façon, j'ai toujours pensé qu'il y avait des joueurs français qui étaient meilleurs que moi, même s'ils n'étaient pas devant moi au GPI, je toujours pensé qu'ils étaient meilleurs. C'est juste des personnes qui jouent pas forcément le même volume que moi, ou qui jouent pas le même tournoi, ou qui jouent juste sur internet, j'en sais rien. Enfin, j'ai jamais pensé que j'étais le meilleur techniquement en France, ou enfin le meilleur tout simplement. Enfin, c'est quoi aujourd'hui pas qui te révolte, mais qui t'emmerde le plus dans le monde du poker actuel, les choses que tu trouves les plus insensées, ou les choses qu'il faudrait vraiment améliorer, qui pour toi sont flagrantes comme ça un peu. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Non, je sais pas si j'ai l'esprit très frais, mais j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est d'une, les masses. Là, quand on arrive dans une TF où la moyenne c'est 25 blindes, et que t'as des mecs qui ont des piles comme ça de jetons, que pour faire un raise c'est 3 piles, et que la croupière est là, alors ça fait tac 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 80 000, ok, et que t'as un mec qui 3 bêtes, ok, 240 000, 240 000. Bon, les coups durent 3 heures, pourquoi? Parce qu'il y a trop de masse. Et parce que les tournements de director ou les floors ne font pas le chip raise correctement. Et du coup, le jeu dure trop longtemps. Et du coup, ça détruit la structure. Les structures qui vendent, en plus, la structure qui vendent, parce qu'ils disent c'est une structure deep stack tout le temps. Ouais, bah, il faut faire en sorte, quoi. Faire en sorte que ce soit une structure deep stack. Du coup, il faut faire changer des jetons correct. Et voilà, quoi, c'est pas très clair. Et la deuxième chose, bon, bah, c'est la fiscalité. Mais ouais, la fiscalité, justement, en général, t'en as vu, hein, des joueurs être touchés par ça, t'as vu. Tu vois ça comment, toi, comme la mort du poker en France, c'est clair net. C'est que on peut pas. Jamais on peut plus vivre en France. On peut plus vivre du poker en France, c'est plus possible. Soit les autorités changent leur politique, soit il y a plus de poker en France et les joueurs français vivent leur passion ailleurs. Il n'y a plus autre chose, quoi. Quand toi t'as pris conscience de ça, ça fait quoi? Ça donne envie d'arrêter? Ça donne envie de... Ça dégoûte? Comment toi personnellement, quand tu commences à te rendre compte que le fisc et la fiscalité en général allaient assassiner le poker en France? J'ai pensé à arrêter. J'ai pensé à arrêter même il y a encore quelques semaines. Ouais, j'ai pensé à arrêter dans le sens où c'est plus viable en France, quoi. Mais après, moi j'ai déménagé maintenant, j'habite plus en France. Mais j'ai toujours mon passé. Mon passé en France fait que j'ai gagné en France, dans le sens où je peux toujours me faire rattraper par les autorités fiscales. Mais le fait de partir, ça... Bah, on se libère un peu, mais il reste quand même un passé en France. C'est compliqué. On se sent jamais à l'abri, quoi. Ça perturbe aussi le jeu? Ça te perturbe toi quand tu joues? Cette pression? Non, pas du tout. Non. Je pense pas du tout. Même ça me libère des fois. Ça fait réfléchir par contre pour son avenir un peu plus lointain? En se disant, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Ouais. Tu t'es posé la question, toi, justement? Se dire, est-ce que... Parce qu'on on voit les joueurs petit à petit arrêter pour des tas de raisons différentes. Il y en a qui arrêtent jeune, il y en a qui arrêtent broke, il y en a qui... Bon, peu importe. Toi, tu t'es mis un plan de carrière un peu dans l'idée, style, je fais n'importe quoi. Moi, si je prends
telle somme, j'arrête, ou dans tant d'années, j'arrête. Pour moi, il n'y a pas de somme. L'argent m'intéresse. Enfin, après, les gens vont rire quand je vais dire ça, mais l'argent ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est la compétition, et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les titres. Et l'argent, pour moi, c'est juste un moyen. Mais juste, enfin. Ce que je veux pas, c'est que le fisc me prenne mes moyens, en fait. Ouais. C'est que moi, je m'en fous qu'ils me prennent de l'argent, je m'en fous que je veux bien payer des impôts, mais ce que je veux, c'est juste avoir les moyens de réaliser ce que je veux faire. C'est juste ce que je veux pas. On va vite fait revenir sur le casting, on va pas en parler des heures. Le casting t'était favori. Alors là, tout le monde t'annonçait favori. Alors bon, j'ai bien compris que t'es pas quelqu'un qui met la pression, mais enfin qui a la pression. Mais ça fait quoi quand tout le monde vient te voir en mode non, mais de toute façon, c'est toi qui va être pris. Comment on le vit ça, quoi, l'attente de savoir si c'est nous ou pas, en étant l'ultra favori et qu'il n'y a pas un cas où ça peut pas être toi. Bah déjà, j'ai fait mon speech, mon casting comme tout le monde, quoi. Je me suis pas dit, bah, je suis favori, bah écoute, je vais me jouer cool, je suis arrivé comme ça en short et tout, non. non, je suis arrivé, j'ai fait mon casting normal, et enfin, après on m'a dit que j'étais favori, bah cool. Mais bon, bah, c'est eux qui décideront, quoi. C'est pas le public qui décidera, quoi. Donc au final, ça s'est fait, et puis c'est cool, quoi. Quand t'as la réponse, quand tu sais que là t'es parti, tu vois ça comment, toi? Forme de soulagement, étape franchie, tu le sens comment, toi, à ce moment-là? Je me sens privilégié. Je me sens bien. Je me sens travail accompli. Vraiment fier. T'as l'impression d'avoir passé catégorie au-dessus? Pas niveau poker, enfin ça change rien au niveau de mon poker, mais je veux dire tout ce que j'ai fait pendant 2 ans online et en live, bah ça s'est concrétisé par un contrat, et j'en suis content, quoi, parce que c'était aussi le but. Ça soulage la famille? Ouais, ça rassure la famille aussi, ouais, c'est vrai. Ça les a rassurés. Est-ce que ça change les regards des autres? Ouais. Tu le sens comment? Après, j'aime pas trop cette sensation, dans le sens où on me regarde, enfin quand j'arrive sur un tournoi, on me regarde pas comme un joueur normal, on me regarde comme lui, sponsor. Je sais pas, je suis un peu comme un extraterrestre. C'est un peu gênant, quoi. mais après, ouais, bon, les gens sont jamais méchants. Enfin, Enfin, non, c'est cool. C'est cool, mais des fois, j'aimerais bien être aussi un peu plus discret. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le fait d'être au centre de l'attention, ça te... Ouais, des fois, c'est un peu... petite surcharge, des fois. Alors justement, tu dis ça, est-ce que c'est compliqué à porter ce rôle de leader, entre guillemets, de PMU? Est-ce que des fois c'est un peu lourd d'avoir... J'aime pas cette idée de leader de PMU. J'aime pas. Pour moi, on a été sponsor avec Brian, et après il y a eu Damien, il y a eu Romain. Voilà, on est une équipe. Enfin, j'aime pas trop cette idée de leader. Enfin, il n'y a pas de leader déterminé par rapport à des résultats ni quoi que ce soit. Enfin, c'est... Enfin, voilà, quand on est une équipe, on voyage ensemble, on fait tourner ensemble. Après, bon, bah, il y a des mecs qui font plus de résultats que d'autres. Bon, bah, est-ce que c'est le talent, est-ce que c'est la chance? Bon, bah, il y a des... J'en sais rien, il y a aussi de la chance. Je sais que Brian a été malchanceux, je sais que... Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il y a pas de... J'aime pas l'idée leader. Et le fait d'être plus souvent mis en avant dans la presse, tu vois, t'es obligé d'écrire des parties techniques, tu vas répondre à des cons derrière les caméras. Est-ce que... Ouais, je parlais de moi. Tu le fais avec plaisir, ou c'est quand même, il y a des fois, c'est un peu plus compliqué, quoi, c'est un peu plus contraignant. T'aimerais justement bien, comme tu disais, te faire oublier un peu, quoi.
Bah là, ça va, c'est détendu, on est bien là. Mais non, j'ai plutôt des très bons rapports avec la presse. Après, ce que j'aime pas, c'est des questions de base. C'est-à-dire, c'est quand on me dit, bah, quand est-ce que tu as commencé le poker? Qu'est-ce que t'as. Quelle est ta viande préférée? Bah, merde. Enfin, arrêtez de me poser ces questions-là. Posez-moi des questions un peu plus. Je sais pas. Plus bizarres, des questions plus marrantes, des trucs, je sais pas, des trucs qui sortent de l'ordinaire, quoi. Enfin, des questions basiques, j'en ai marre, quoi. Et est-ce que tu t'es mis à faire plus attention à ce que tu faisais, à ce que tu disais? Est-ce que tu t'es mis, Ouais. tu t'es mis? Tu l'as senti comment? Comment tu t'es aperçu que tu commences à faire plus attention à ça? Bah, c'est le fait d'avoir un sponsoring, de se dire que voilà, on représente une communauté, qu'il faut pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il faut pas. Il y a des choses qu'on veut exprimer et il faut les exprimer avec un certain recul, avec un peu de Maîtrise. retenue. Ouais. Ouais, de retenue. Je dis pas il faut pas dire ce qu'on pense, mais il faut le dire avec une certaine retenue. Et après, ça ne m'a pas empêché de dire que certains organisateurs de tournois faisaient des choses qui n'étaient pas très bien pour le poker, mais ça on le sait très bien. Mais ouais, je me suis maîtrisé sur certaines choses que je faisais avant et que je ne fais plus. Ça t'a fait grandir ou pas? Ouais. Parce que quand avant, sur les réseaux sociaux, je whinais beaucoup, je me disais mais putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça, enfin... Et au final, les gens te disent bah écoute, arrête de te plaindre de ça, écoute, arrête de te plaindre de tes bad beats, de machin, et parce que c'est standard de toute façon et tu verras que ça arrive à tout le monde et tout, et au final bah, j'ai arrêté de le faire. Et de toute façon, enfin, les bad beats continuent, il n'y a pas de... c'est standard pour un joueur pro de poker, mais voilà, je me plains plus du tout de ces choses-là, enfin quasiment plus. Et au final, on encaisse, et enfin, ça nous rend plus fort, quoi. Enfin, je me suis rendu compte que c'est plus important au final. Faut retenir que les choses positives, parce qu'on a quand même une belle vie. Enfin, faut le dire, hein, c'est c'est une vie quand même sympa à vivre, et voilà, qu'on retient le principal. Sweet dreams are made this. Who am I to disagree? I traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Contrairement à ce que tout le monde pense, c'est un mec qui est vraiment gentil et qui est timide. Et qui en général, c'est plutôt sa timidité qui fait que il va avoir cet air de petit con arrogant. Parce que soyons honnêtes, c'est un peu la réputation qu'il a On dans en a le parlé. milieu et pour plein de gens, mais c'est vraiment de la timidité en fait. C'est quelqu'un qui a un peu du mal à se livrer et à aller vers les autres. Et je pense pas que ça soit consciemment, mais il se cache un peu derrière. Enfin, ça lui permet un peu de se protéger. Et à une table de poker, en plus, il est souvent très concentré. Et puis voilà, c'est un vrai joueur, il est là pour la gagne. Du coup, il peut donner cette image-là qui n'est pas vraiment la réalité. Est-ce que tu l'as vu évoluer en 2 ans? Est-ce que tu trouves qu'en 2 ans, il a évolué? Je pense qu'il a beaucoup changé, ouais. Déjà, il a beaucoup changé physiquement. Si les gens veulent voir Erwan il y a 2 ans en photo et le voir maintenant, c'est hallucinant. Il y a 2 ans, il avait l'air d'avoir 12 ans, et maintenant, il a presque l'air d'avoir son âge. Ce qui déjà est un gros changement, parce qu'avant, il avait l'air à peine majeur, voire pas du tout majeur. Et ouais, en 2 ans, je pense que le circuit, ça marque, ça travaille, et que lui, ça l'a un peu changé. Il a pas mal évolué, il a pas mal grandi, et
Ouais, il a changé en tant que joueur, mais il a aussi changé en tant que personne. Mais dans l'ensemble, il a plutôt évolué positivement, enfin, vers plus de maturité, vers plus de. On continue à le traiter d'Erwine parce que c'est un peu sa marque de fabrique. Dans l'ensemble, pour avoir connu ses Wayne du début et ses Wayne de maintenant, il l'est quand même beaucoup moins. Voilà, il a grandi. Donc ce que les gens ne savent pas, c'est que quand il a fait deuxième par exemple du WPT national à Paris il y a un an et demi, en gros il nous propose de boire un verre vite fait. Bon, à l'époque j'étais en train de deep run le carte blanche, tout ça, un gros deep run, donc j'ai pas pu aller boire un verre, mais tous ceux qui ont pu sont allés. Et là au bout d'une demi-heure il dit bon bah j'y vais. Ah bon, mais tu vas où? Bah il est parti, il est allé chez lui, il a fait la session, il a lancé tous les tournois, il était sur tous les 10 euros, 20 euros, 50 euros sur PMU, enfin on pouvait le retrouver partout. Et voilà, et c'est caractéristique d'Erwan, c'est-à-dire que il s'arrête jamais de jouer, il va toujours, il va tellement jouer qu'il va avoir une expérience qui est, en gros, en une année, je pense que un joueur qui joue online va peut-être avoir autant d'expérience que lui, parce que si on joue uniquement online, on va jouer énormément de tables et tout, mais lui, il va cumuler cette expérience à la fois live et online, et aussi sur des fields un peu compliqués quand il fait les rollers, et c'est un énorme bosseur, et les gens ne se rendent pas forcément compte du volume qu'il peut faire, et du travail, et de l'implication, et de la persévérance qu'il y met. Et je pense que c'est important aussi de savoir ça, parce que c'est pas un hasard si l'année dernière il a été premier au GPI. C'est quelqu'un qui, à l'image d'un Roger des grandes années, est capable de faire un volume extraordinaire. Après, Roger est différent parce que c'est pas du tout le même style de jeu et tout, mais c'est effectivement un gros bosseur de jeu et un énorme passionné. Bah, Erwan, Erwan Pêcheux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de Erwan Pêcheux, si ce n'est que c'est un petit génie. C'est certainement l'un des joueurs les plus doués de sa génération, joueurs français et joueurs internationaux, hein, très clairement. Il est numéro 1 de plusieurs classements internationaux, il a gagné des prix l'année dernière. Cette année, je pense que ça va être un peu plus compliqué d'être numéro 1, mais il sera quand même dans les top 3 de toute façon. Erwan, c'est une machine de guerre, c'est une machine de performance. C'est une machine de volume. Je ne sais pas si je connais un joueur qui joue autant que lui de tournois par an. C'est en termes de volume, c'est extraordinaire. Cette capacité d'absorber les tournois les uns après les autres, cette capacité de passer à un tournoi à un autre, de buy-in différents. C'est un joueur professionnel, hein, Erwan, il joue sur internet, il joue en live, et je pense que c'est là qu'en fait il m'impressionne le plus, au-delà de ses capacités mathématiques, ses capacités de calcul, ses capacités d'enchaîner, ses capacités physiques. D'enchaîner les tournois comme ça, le volume comme ça, c'est vraiment cette passion qu'il arrive à encore avoir au bout de tant d'années. Parce que bon, c'est un jeune joueur, hein, il est dans le circuit depuis 3-4 ans, mais il ne se lasse pas, quoi. Alors que je vois des joueurs qui sont là depuis moins longtemps et qui sont obligés de lever le pied pour pouvoir supporter le rythme du voyage, le rythme des tournois d'affilée, le rythme des bablites. Donc c'est là que moi je suis le plus impressionné par lui, c'est vraiment cette capacité à absorber, à être passionné. On est tous joueurs de poker, on joue tous certainement pour gagner de l'argent, mais on joue tous, quand on est compétiteur, on joue tous pour gagner. C'est juste pour gagner. Et lui, il a cette capacité à aller chercher cette win qui lui manque d'ailleurs encore, hein, même si c'est une Polydor, hein. Erwan c'est le pas candidat de la Team Polydor. Donc Erwan est capable de faire plusieurs fois deuxième. Bon maintenant, cette win elle arrivera, il n'y a pas de problème, j'en suis sûr, ça il n'y a pas de souci. Pourquoi pas Vegas déjà, hein. Je suis persuadé que cette année encore Vegas ça va être un gros Vegas. L'année dernière je crois qu'il a battu le record du nombre d'ITM sur les tournois de WSOP. Cette année il va encore nous réserver des surprises et puis j'espère que ce sera la plus belle. Hein. J'espère que le petit bracelet ça nous fera du bien, ça lui fera du bien à lui, ça fera du bien au poker français quoi qu'il en soit en général. Alors déjà Cannes se termine sur une bonne note et puis derrière on va enchaîner Vegas comme tout le monde, hein, comme tous les joueurs français, c'est room. Donc notre team pro va se déplacer sur Vegas avec une trentaine de qualifiés dans un premier temps sur l'un des tournois des championnats du monde. Et puis derrière, beau projet, Vegas Dream. Donc je pense que tu dois
en avoir entendu parler un petit peu quand même. Et donc Vegas Dream, un beau projet qu'on travaille depuis un bon moment. C'est le plus gros projet en vidéo, en contenu vidéo qu'on ait eu à faire. On se déplace du 18 au 28 juin avec 9 candidats dans une maison. Alors attention, on n'est pas dans une télé-réalité comme on peut l'imaginer, hein. On est dans une maison parce qu'on a envie de créer cette évolution entre les candidats et avoir Un esprit de communauté. et avoir un esprit de communauté qu'on défend d'ailleurs. D'ailleurs, ces candidats viennent tous de la communauté PMU. Donc 6 garçons, 3 jeunes filles. Qualifiés sur ProDream pour 5 d'entre eux, et ensuite qualifiés sur les opérations réseaux sociaux, des opérations sur le site internet. Donc ces 9 candidats vont se disputer un contrat de 10 000 euros pour intégrer la Team Pro pour la fin de l'année. Donc 6 mois de contrat, disons. Dans ce contrat, il y a 5 000 euros de contrat online, ils vont pouvoir jouer sur la room. Et ensuite WPT Marrakech, WPT Montréal et puis WPT Paris pour finir l'année. Et ce qui nous emmène justement aux échéances suivantes, hein, qui sont donc le W Marrakech au mois d'octobre. Le main event, je crois que c'est du 1er au 4 octobre. Et puis après le WPT Paris en fin d'année, où ça réfléchit comme l'année dernière. On reprend les mêmes et on recommence. Et je pense qu'on est reparti pour encore battre des records, que ce soit à Marrakech ou à Paris. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing. Autour de toi, il y a une équipe, il n'y a pas que PMU, il y a tes potes. Ouais. Alors, je vais pas tous les citer, mais on pense à Quentin, à Paul, à Steven. Je vous oublie, hein, mais... Ro. Ro. Qu'est-ce qui t'apporte ces gens-là? Les gens communiquent tous les jours sur les résultats. Qu'est-ce qu'on fait en ligne, on raille nos performances, on discute de coups. On dit où est-ce que t'es demain? Qu'est-ce que tu fais? Ok, on se retrouve là. Maintenant je vais avec Quentin Ailleurs. ailleurs. Est-ce que tu les associes à tes performances, quelque part? Ouais. Bien sûr. Par la discussion, par... Par la discussion, par la discipline qu'ils peuvent me porter, dans le sens où dans certains cas on craque pas, comment dire, par exemple Steven, Oro, Quentin, ils vont jamais faire des énormes spews. Enfin, ils vont jamais craquer que ce soit en tournant live ou online. Et ça, on se le répète assez souvent. Et c'est vraiment pas notre nature de... Parce qu'on a des amis dans le poker qui font des énormes spews, qui montent des tonnes, qui peuvent recracher direct. Et ça, vraiment, c'est notre force à nous 4, 5, 6. Ça dépend aussi, on considère... Paul est un peu plus spewy déjà, mais... mais si je parle de Roro, Steven, qui sont déjà des bons nits, hein. Des gros nits même. Même Quentin, c'est vrai qu'on est très... très mesuré dans notre jeu. Il n'y a pas trop de bavure. Et du coup, voilà quoi, quand on sort un tournoi, on n'a jamais de regrets. On n'a jamais de regrets dans le sens où on n'a pas fait de grosses erreurs, quoi. Et ça, c'est un peu une fierté, quoi. C'est-à-dire qu'on se le dit tout le temps, quoi. Fais pas ça, crête pas. Eux te veulent du bien, mais est-ce que tu as déjà senti de la jalousie d'autres joueurs de par tes résultats?
ou pote, c'est marrant que tu sois sponsorisé. Et, j'ai vraiment pas vraiment senti de jalousie, mais je sais qu'il y en a qui sont jaloux, mais je sais. Après, il y a des gens qui pensent que j'ai un contrat à 400 000. Bon, je sais, il y a des gens qui me disent, bah, tu fais tel tournoi, tel tournoi, tel tournoi. Bah, je leur dis, bah, ouais, bah, je viens de faire 14e pour 4 000 euros. Je suis ultra déçu. Ils font, bah, mais t'as pas payé le buy-in. Bah, si, je l'ai payé le buy-in. Enfin, c'est pas. PMU me paye pas tout, quoi. PMU, j'ai un contrat, j'ai un beau contrat. Mais c'est pas. Ils me payent pas toute mon année de poker. Mon année de poker, elle me coûte 400 000, quoi. J'ai pas un contrat à 400 000. Est-ce que ça, c'est une réalité? Tu penses que certains oublient des fois? Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui pensent que quand je fais n'importe quel tournoi, ils pensent que c'est PMU qui a payé. Tout le temps. PMU me paye, il me paye les tournois principaux, les main events, les WTC, le main à Vegas. Mais enfin, là, par exemple, je vais à Vegas, je vais faire tous les tournois de WSOP. Bah, PMU me paye 3-4 et voilà. C'est notre contrat, c'est cool. Mais il faut pas croire que tout ce que je fais non plus c'est de leur poche. Et aussi de ma poche. C'est quand les gens pensent que tout ce que je gagne c'est en net. c'est quand même extraordinaire, quoi. Non, c'est pas. C'est la belle vie, mais c'est pas non plus. On n'est pas au paradis, quoi. Il y a une réalité, quoi. Il y a une réalité, bien sûr. Au final, tu dirais quoi tu dirais quoi à Erwan d'il y a 4 ans, aujourd'hui? Si tu devais lui résumer la situation. Va à Prague, ouvre ton compte.com, travaille ton jeu, va sur les forums étrangers et défonce-les, quoi. Barre-toi de la France, déclare-toi résident à l'étranger et voilà, t'as plus un atout. Ouais.